Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Sean Connery, un film de John McTiernan réalisé en 1990. Vous aurez reconnu dans le titre À la poursuite d'Octobre Rouge. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, à la poursuite d'Octobre Rouge, ou The Hunt of Red October, dans son titre original, est un film américain réalisé par John McTiernan, sorti en 1990. Il s'agit de l'adaptation du roman d'espionnage Octobre Rouge, du célèbre Tom Clancy, paru en 1984. Le résumé du film. Enfin, d'abord, les acteurs principaux. On a Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, James Earl Jones et Sam Neill. J'ai fait une belle distribution. En 1984, lors de la guerre froide, le sous-marin russe de classe Typhoon, Octobre Rouge, fleuron de la marine soviétique, est équipé d'un nouveau système de propulsion silencieux appelé la chenille, qui le rend indétectable au sonar. Les premiers essais du navire sont confiés au commandant Marco Ramius, vétéran de la marine soviétique, aux états de service irréprochables. Ce dernier, qui a compris que ce sous-marin est équipé d'armes nucléaires de première frappe, désobéit aux ordres et met le cap sur les États-Unis afin de passer à l'ouest. L'état-major soviétique est informé de ses intentions par une lettre que Ramius a postée avant son départ. Les soviétiques font alors tout pour empêcher Ramius de livrer le sous-marin aux Américains, y compris en leur annonçant que Ramius, dans une crise de folie, veut les attaquer afin de les forcer à détruire eux-mêmes le sous-marin s'ils le détectent. Du côté américain, Jack Ryan, un analyste de la CIA, qui connaît Ramius, en arrive à la conclusion que celui-ci souhaite réellement passer à l'ouest, c'est-à-dire passer dans le camp ennemi, enfin des Russes, camp américain. Les militaires américains ne sont pas convaincus, mais le responsable du gouvernement, le conseiller de la sécurité nationale, Jeffrey Pelt, donne 3 jours à Ryan pour prouver sa théorie. Il est envoyé sur un porte-avions au milieu de l'Atlantique, et pendant ce temps, après un certain retard, Tupolev, le commandant du sous-marin d'attaque de classe Alpha, Kronalov, reçoit également l'ordre d'intercepter et de détruire l'Octobre Rouge. Dans l'océan Atlantique, le sous-marin américain USS Dallas tente de suivre la piste de l'Octobre Rouge. En raison des actions d'un saboteur inconnu, la chenille de l'Octobre Rouge fonctionne mal lors de manœuvres risquées dans un étroit canyon sous-marin. C'est alors que Jones, un expert en détection sonar du bâtiment américain, trouve un moyen de repérer le sous-marin soviétique. Lorsque Jack Ryan l'apprend, il se fait héliporter jusqu'à l'USS Dallas, mais à peine arrivé à bord, Mancuso, le commandant du navire, reçoit l'ordre de détruire l'Octobre Rouge. Ryan le persuade cependant de tenter de communiquer par signaux visuels en surface
avec le sous-marin soviétique avant d'exécuter son ordre. Ramius, stupéfait que les Américains aient correctement deviné son plan, accepte l'aide de Ryan. Il organise alors une fausse alarme de réacteur nucléaire, ordonnant à son équipage d'abandonner le navire, et après qu'une frégate américaine a été repérée se dirigeant droit vers eux, Ramius s'immerge en effectif réduit, laissant son équipage dans des radeaux de sauvetage. Le navire américain lance une torpille pour détruire le sous-marin, mais celle-ci est autodétruite par l'amiral Greer depuis le PC de commandement, tout en donnant l'illusion que l'Octobre Rouge est vraiment attaqué. Pendant ce temps, sous l'eau, Ryan, Mancuso et Jones montent à bord via un mini sous-marin de sauvetage, après quoi Ramius demande l'asile pour lui-même et ses officiers. L'Octobre Rouge est soudainement attaqué par le Konovalov, alors que les deux sous-marins soviétiques manœuvrent. L'un des cuisiniers de l'Octobre Rouge, Loginov, un agent infiltré du GRU et le saboteur secret, ouvre le feu sur le pont. Loginov blesse mortellement le premier officier Vassili Barodin avant de se retirer dans la soute des missiles nucléaires. Ryan et Ramius le poursuivent. Loginov blesse mortellement Ramius à l'épaule, mais Ryan tue Loginov avant qu'il ne puisse allumer un missile. Pendant ce temps, l'Octobre Rouge effectue des manœuvres d'évitement avec une diversion fournie par le Dallas, provoquant la destruction du bâtiment de Tupolev par sa propre torpille. L'équipage de l'Octobre Rouge, désormais secouru, assiste à l'explosion du Koronalov. Ignorant la présence de celui-ci, il pense que Ramius s'est sacrifié avec l'Octobre Rouge pour éviter d'être abordé. Ryan et Ramius, leur subterfuge terminé, dirigent l'Octobre Rouge jusqu'au fleuve Penobscot, dans le Maine, l'un des derniers endroits où les satellites russes le chercheraient. Ramius admet qu'il fait défection parce qu'après avoir reçu les plans de l'Octobre Rouge, il s'est rapidement rendu compte que le véritable objectif du navire était de lancer une première frappe nucléaire non provoquée contre les États-Unis et a conclu qu'il ne pourrait jamais soutenir une telle action. Du haut du pont du sous-marin, Ramius, heureux d'être arrivé en toute sécurité en Amérique, offre à Ryan une citation de Christophe Colomb, et la mer accordera à chaque homme un nouvel espoir, car le sommeil apporte des rêves d'y être chez soi. Ryan hoche la tête en signe d'accord et offre son retour. Bienvenue dans le nouvel monde, monsieur. Une fois sa mission accomplie, Ryan retourne à Londres avec un ours en peluche qu'il compte offrir à sa fille et réussit à s'endormir dans l'avion. Voilà ce résumé du film qui dure 135 minutes. Au scénario, on a Larry Ferguson et Donald E. Stewart, avec la participation non créditée de John Milius, un grand scénariste, Robert Garland et David Schaber, toujours d'après le roman de Tom Clancy, Octobre Rouge. La musique est de Basile Poulet-Doris. À la photographie, c'est Yann de Bont qu'on retrouve, le célèbre. Les langues originales parlées dans le film sont l'anglais et le russe. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm de 35e, donc cinémascope. Son Dolby Stéréo. C'est sorti aux États-Unis le 2 mars 1990 et en France le 29 août 1990. Sean Connery joue capitaine Marco Ramius, commandant de l'Octobre Rouge. Alec Baldwin, Jack Ryan, analyse de la CIA. Scott Glenn,
capitaine Bart Mancuso, commandant de l'USS Dallas, Sam Neill, Vassili Borodin, officier en second de l'Octobre Rouge, James Earl Jones, il joue le directeur de la CIA, Josh Ackland, Andrei Lysenko, ambassadeur soviétique aux États-Unis. On a Tim Curry qui joue le docteur Yevgeny Petrov, médecin de bord de l'Octobre Rouge. Qui c'est qu'on a de connu? Anthony Peck qui joue le lieutenant Thompson, commandant second de l'USS Dallas. Voilà pour les plus connus. La production, donc le producteur Mace Neufeld met une option sur les droits du roman Octobre Rouge de Tom Clancy en février 1985. Même si le livre devient rapidement un best-seller, Mace Neufeld peine à trouver un studio pour développer le film. L'intrigue est en effet jugée trop complexe. Après 1 an et demi, il trouve finalement du soutien chez Paramount Pictures. Larry E. Ferguson et Donald E. Stewart sont ensuite chargés d'écrire le scénario, alors que Mace Neufeld approche l'US Navy. La marine américaine est d'abord réticente, craignant que des informations secrètes soient révélées. Cependant, plusieurs amiraux sont fans de l'œuvre de Tom Clancy. De plus, la marine espère des retombées positives à l'instar de Top Gun en 1986 et son impact sur le recrutement. Robert Garland, John Milius et David Schaber participent comme script docteurs mais ne sont pas crédités. L'équipe du film est alors autorisée à accéder à plusieurs sous-marins de classe Los Angeles, notamment l'USS Chicago et l'USS Portsmouth. John McTiernan est choisi comme réalisateur. Il abandonne ainsi la possibilité de mettre en scène 58 minutes pour vivre, suite de son Piège de cristal en 1988. Les acteurs Kevin Costner et Klaus Maria Brandauer sont initialement approchés pour tenir les rôles de Jack Ryan et de Marco Ramius. Kevin Costner préfère se concentrer sur Danse avec les loups. Klaus Maria Brandauer décline finalement la proposition parce qu'il vient de se casser une jambe. C'est lui qui propose alors Sean Connery, qu'il a connu pendant le tournage de James Bond, Plus jamais. Le rôle de Jack Ryan est proposé à Harrison Ford, qui le trouve trop peu présent par rapport à Marco Ramius. Il incarnera finalement le personnage dans 2 autres adaptations du roman de Tom Clancy, Jeu de guerre en 1992 et Danger immédiat en 1994. Lorsqu'il reçoit le scénario par télécopieur, Sean Connery trouve que l'intrigue est irréaliste dans le contexte de la fin de la guerre froide. En fait, on ne lui a pas faxé la page de garde du script qui indique explicitement que l'histoire se déroule en 1984. Pour la préparation de son rôle de Mancuso, Scott Glenn rencontre Thomas B. Fargo, le commandant de l'USS Salt Lake City, l'accompagnant lors d'une des sorties en mer. Il déclarera lors d'une interview que son interprétation a été très largement inspirée par le comportement qu'il a pu observer lors de ces quelques jours passés à bord. Leur tournage a eu lieu au printemps 1989. Il se déroule dans l'État de Washington, à Port Angeles, Keyport, en Alaska, au port de Valdez, dans le Connecticut, à la base navale de New London, à Groton, à San Diego, à Los Angeles, ainsi qu'à Liverpool en Angleterre. La production est autorisée à tourner à bord de plusieurs navires et sous-marins, comme l'USS Louisville. Lors du tournage, les acteurs interprétant l'équipage de l'USS Dallas font d'abord une croisière à bord d'un véritable sous-marin afin de se familiariser avec le mode de vie à bord. Aussi, c'est l'USS Houston qui joue le rôle de l'USS Dallas dans le film. Le modèle du sous-marin Octobre Rouge n'est jamais mis à l'eau.
Il est suspendu par 12 câbles au-dessus d'une grille, ce qui donne la possibilité de l'incliner ou de le tourner lorsque c'est nécessaire. L'effet sous l'eau est obtenu grâce à un peu de fumée et quelques retouches numériques. Le modèle du sous-marin Typhoon, vu en surface au début du film et vu en plongée, présente des erreurs grossières par rapport à la réalité. Le sous-marin tel qu'on le voit en surface est nettement plus petit que les vrais Typhoon. Il est trop bas sur l'eau, les formes du kiosque sont loin de la réalité, et les appareils de manœuvre, gouvernail et hélice, n'ont pas grand-chose de commun avec la réalité non plus. On peut s'en étonner s'agissant du sujet central du film. D'autant que sur l'ordinateur de l'agent de la CIA, Jack Ryan, la silhouette animée du navire est, elle, très fidèle à la réalité. Quant aux vues intérieures du Typhoon, c'est totalement fantaisiste. Les scènes qui se déroulent dans la tranche missile montrent un environnement qui n'existe pas. À bord des Typhoon, les silos à missiles se trouvent entre les deux coques pressurisées disposées en catamaran sous la coque externe. Les silos sont donc hors de vue. Le poste central du Typhoon n'est pas réaliste du tout et ressemble davantage à un décor de boîte de nuit. Pour distinguer les différents intérieurs des sous-marins, les scènes du film situées dans le sous-marin américain sont baignées d'une lumière rouge, bleue dans celle de l'Octobre rouge soviétique et verte dans le VK Konovalov, le sous-marin du commandant Tupolev. Par ailleurs, le décor du poste dans des couleurs bariolées. Un vrai poste central de Typhoon est très éclairé et assez vaste. Les équipements qui tapissent les cloisons sont de couleur écrue, comme dans tous les sous-marins soviétiques et russes. Différence entre le roman et le film. Bien qu'en apparence d'une loyauté absolue envers le Parti communiste et le système soviétique, allant même recommander à chacun de ses élèves d'adhérer au parti, Marco Ramius, l'homme de la mer avant tout, entretient au contraire un puissant esprit critique à l'égard de l'Union soviétique, dont pour l'auteur américain Tom Clancy, il a mesuré les faiblesses et plus profondément les profonds blocages sociétaux et institutionnels internes. L'événement déclencheur va être la mort de son épouse, victime d'un chirurgien ivre, qui opère sa femme en urgence, sans avoir de médicaments adéquats. Dès lors, il va haïr l'État soviétique, qu'il tient pour responsable, et décide de se venger des souffrances infligées à son pays et à sa femme, en faisant défection avec le dernier-né des sous-marins soviétiques dont il est chargé du programme pour le livrer aux États-Unis, avec une partie de ses officiers, tous volontaires, conscients des risques et partageant les mêmes conceptions critiques vis-à-vis de l'URSS. À sa sortie en salle, à la poursuite d'Octobre Rouge, reçoit des critiques négatives de la plupart des revues majeures, mais devient en dépit d'elle un des succès de l'année au box-office. Bien que le film ait été tourné quelques années après l'effondrement du régime soviétique, et indépendamment du fait que l'action se déroule au milieu des années 80, le traitement de l'univers soviétique ressemble à s'y méprendre à ce qu'il était en pleine guerre froide, reprenant des clichés caricaturaux et désuets. Dans sa critique, Al Hinson du Washington Post écrit « Rien ne se passe, du moins pas à l'écran. Il n'y a pas grand-chose à regarder lorsqu'enfin arrivent les scènes d'action. Les images sous-marines sont obscures et impossibles à suivre. » Pour Vincent Canby du New York Times, M. McTiernan n'est pas un réalisateur subtil. Le public est averti par un mot et une musique lorsqu'il doit craindre le pire, même si l'action à l'écran le lui dit le contraire. Pour David Hanson de Newsweek, c'est au niveau des tripes que Octobre Rouge déçoit, comme une bouilloire trop pleine. Elle met trop en avant,
trop longtemps avant d'arriver à ébullition. Cependant, pour le fameux critique que je cite souvent, Roger Ebert du Chicago Sun-Times, À la poursuite de l'Octobre Rouge est un film efficace qui nous plonge dans un jeu habile et trompeur. En 2003, Nick Schrager de Slant Magazine note que le film a admirablement résisté à l'épreuve du temps. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 89% d'avis favorables sur 70 critiques, une note de 7,75 sur 10. Le consensus indique parfaitement interprété et rempli de suspense. Le film est un thriller sous-marin à l'ancienne avec beaucoup de puissance de feu à revendre. Sur Metacritic, 58% sur 22 critiques, avis mitigé et moyen. En France, il fera 1 141 000 entrées. Total mondial, 200 512 000 $ de recettes. 17 millions juste au box-office américain. Il a reçu l'Oscar du meilleur montage sonore, prix de la meilleure musique et Golden Reel Award du meilleur montage sonore au Motion Picture Sound Editors 91. En 1990, le studio Paramount Pictures proposa à la Navy d'introduire une publicité pour le recrutement au début de la version VHS du film et de celle du vol de l'Intruder. Une note interne d'une agence de publicité au Pentagone indiqua de refuser l'offre en notant que les deux films constituent déjà un outil de recrutement formidable pour les militaires, en particulier pour la Navy, et y ajouter une annonce de recrutement au début de ce qui était déjà une annonce de recrutement de 2 heures serait redondant. Dans le film, une astuce de réalisation est utilisée pour conserver partiellement la logique de la barrière linguistique entre anglophones et russophones au sein de l'histoire et immerger dans cette confusion en ne sous-titrant volontairement pas certains dialogues, sans devoir toutefois conserver ce procédé pour l'entièreté du film. Les membres de l'équipage russe sont ainsi censés parler en russe. Pour faire la transition, le film use d'un artifice original. Un officier politique soviétique se saisit d'un livre appartenant à Ramus et lit une citation en commençant en russe pour finir en anglais après une courte pause de ponctuation. La citation est un extrait biblique de l'Apocalypse, le mot Armageddon se prononçant de la même manière en anglais ou en russe. L'acteur James Earl Jones reprendra son rôle d'amiral Greer dans 2 autres adaptations de romans de Tom Clancy avec Harrison Ford, Jeu de guerre en 92 et Danger immédiat en 94, et le personnage de Jack Ryan. Il sera cette fois incarné donc par Harrison Ford. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui m'a marqué. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous invite à lire les romans de Tom Clancy si vous aimez les polars militaires avec des dénouements tortueux, des cliffhangers, etc. Les films tirés de ces bouquins en sont en général de bons films. C'est un bon McTiernan. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. J'espère qu'il vous aura plu. Il est enregistré au National Film Registry de la bibliothèque du Congrès américain. C'est pourquoi j'en parle. Vous savez bien que pour moi, c'est une référence, cette liste. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me soutenir sur mes différentes plateformes.
Je vous mets les liens en description. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,